Bismart s'est invité aujourd'hui sur Uspring, l'événement de la formation professionnelle réalisé par le groupe FICAD. Uspring, c'est une journée d'échange, de débat, de table ronde où on parle de learning. Et pour cette première émission, on voulait aborder un sujet important qui est la formation est-elle capable de lutter efficacement contre les discriminations? Et pour parler de ce sujet, j'ai trois intervenants, merci beaucoup. J'ai Karine Legras qui est responsable formation chez Microsoft. Bonjour. Bonjour Karine, directrice de formation, pardon. Bonjour, bonjour Karine. Geoffroy Delétrange, vous êtes directeur de l'offre coaching chez Spix. Oui, bonjour. Et Bunet Lévy, vous êtes formateur chez Blanchard. Voilà. On n'est pas Blanchard, mais Blanchard. Alors, premièrement, ma première question, c'est vers vous, Geoffroy, et vers vous, Bunet. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos sociétés, déjà, rapidement? Oui, volontiers. Donc Spix est un éditeur dans le monde de la formation linguistique et du business coaching. Notre offre consiste à proposer une plateforme de développement des compétences qui s'appuie sur des réseaux d'experts pour développer les collaborateurs. Très bien. Et Blanchard? Blanchard, c'est une compagnie qui se spécialise en leadership, en tant que formation et coaching aussi, à niveau global, un peu partout dans le monde. Très bien. Vous voyez beaucoup d'organisations. Est-ce que sur cette question de la diversité et de l'inclusion, vous avez remarqué des terreaux plus fertiles que d'autres? Et si oui, quels sont les prérequis? Alors, je pense qu'il y a en fait une grande différence entre la façon de parler de la diversité et la façon de mettre en place des politiques de diversité en entreprise dans un contexte français et européen. La façon d'en parler a souvent été très influencée notamment par ce qui se passe aux États-Unis, dans un sens pendant 10 ans, et là depuis quelques semaines dans un autre sens. Pour prendre un exemple qui m'a toujours amusé, le fait que des personnes d'origine, mettons, européenne soient qualifiées de caucasiennes. Bon, moi je ne me considère ni arménien ni géorgien, pour moi c'est ça le Caucase, donc j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre. Alors que dans un contexte français et européen, les problématiques de diversité sont un mélange d'énormément de dimensions. Il y a évidemment ce qui est visible, égalité homme-femme, pyramide des âges par exemple. Il y a ce qui est aussi visible mais sur lesquels on n'a pas forcément beaucoup de données, puisqu'en France les statistiques ethniques sont interdites, mais on veut aussi favoriser la diversité pour permettre une meilleure inclusion. Et puis il y a tout ce qu'on ne voit pas, par exemple tout ce qui est handicap invisible, Oui. qui sont aussi des problématiques de diversité. Et donc je pense que la prise en compte est d'abord une prise en compte d'ouverture d'esprit. D'admettre que je ne sais pas forcément tous les contextes liés aux personnes de mon équipe. Et à partir du moment où on prend ce point de vue-là, on peut mettre en place des politiques de diversité qui, par définition, pourront inclure tout type de diversité, puisqu'on va chercher à mettre en avant cette idée que chacun aura une part de diversité et qu'il faut aider chacun à pouvoir s'exprimer dans son entièreté. Je pense que c'est ça qu'on voit se développer de façon très positive, plutôt que des injonctions parfois bizarres qui viennent d'outre-Atlantique. Karine, chez Microsoft, est-ce que le terrain est fertile pour implanter ce type de formation? Alors, je dirais que c'est au-delà des formations, c'est vraiment tout l'apprentissage. Fertile, oui, au sens où le sujet de la diversité et de l'inclusion, ça fait partie des 3 piliers de notre culture. Chez Microsoft, notre mission, c'est Empower every person on the planet to achieve more. Donc, c'est à la fois pour l'interne et c'est aussi pour l'externe. Et dans ce que nous proposons à nos collaborateurs, que ce soit en termes de formation, en termes de développement, la plupart des choses en fait, que nous produisons, c'est aussi quelque chose que l'on va mettre à disposition en fait, au public.
Je prends l'exemple de Microsoft Learn. C'est une plateforme en fait de modules de formation avec du hands-on, de la pratique donc technologique de différents niveaux. C'est ce qui sert en fait de formation pour nos collaborateurs et c'est complètement public, c'est ouvert pour les étudiants, pour les professeurs, pour les entreprises au niveau mondial. Donc on est vraiment, je dirais, dans ce concept d'inclusivité totale pour permettre à tout le monde de pouvoir disposer, d'accéder en fait à du contenu, à de la connaissance pour se développer. Ok, très bien. J'ai l'impression que lutter contre les discriminations, ce n'est pas une matière comme les autres. Bulène, est-ce qu'il y a des dispositifs pédagogiques particuliers? Est-ce qu'il y a des défis particuliers? Oui, bon, moi, les cours de formation qu'on donne chez Blanchard, c'est toujours du leadership. Donc ça demande toujours des changements de comportement. Et donc je trouve que le sujet de diversité et inclusion, c'est pareil. Parce que quand on demande aux gens de changer leur comportement, changer leurs idées, leurs croyances, ce n'est pas juste de l'information. Il faut les aider à découvrir des choses, il faut les aider à découvrir ce qu'ils pensent, parce que souvent ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont des biais, inconscients souvent. Et surtout, la formation en soi n'est jamais suffisante si les valeurs de l'entreprise ou les priorités de l'entreprise ne sont pas alignées avec le sujet de la formation. Ça arrive très souvent dans des cours de diversité inclusion, de leadership, qu'on leur apprend des compétences. On les aide à découvrir des idées eux-mêmes, qu'après, dans l'entreprise, c'est des affiches dans les bureaux, mais après, le jour à jour, c'est pas vraiment appliqué, quoi. Alors, leur équipe pédagogique, c'est que ça soit vraiment une priorité, une vraie priorité. Et avec tout ce qui se passe en ce moment, on voit que pour certaines entreprises, ça ne l'était pas. Geoffroy, comment le coaching peut être une arme efficace pour ce changement de mentalité? Je vois deux éléments. Le premier, qui concerne d'ailleurs aussi la formation, c'est que c'est un sujet essentiel dont il faut parler, à mon avis, de façon positive. Je ne crois pas du tout au discours qui soit culpabilisateur. Et ça, dans le coaching, c'est, je dirais, un des principes de base du coaching, puisque l'idée, c'est que la personne coachée a tous les outils en main pour se développer elle-même. Le coach n'est que là pour l'accompagner. Et donc c'est ça qui est très très puissant et c'est pour ça que ça fonctionne. Et donc dans le coaching, on peut mettre en place des objectifs qui soient en termes de prise de conscience, par exemple. Je parlais tout à l'heure de toutes les dimensions possibles de la diversité qui sont infinies. Donc le fait effectivement de favoriser la prise de conscience et de permettre aussi, par exemple par des méthodologies de type coaching de groupe, des échanges entre pairs pour confronter des exemples, va favoriser cette meilleure compréhension, cette meilleure prise en compte. Donc ça, c'est cette première dimension d'aspect positif, pour moi, est vraiment essentielle. Et le deuxième, toujours en utilisant le levier du coaching, c'est l'impact comportemental. Donc c'est accepter effectivement, comme je disais tout à l'heure, qu'on ne sait pas forcément tout, et c'est avoir une sorte d'a priori positif, de considérer que je ne sais pas ce que je ne sais pas, et donc je vais essayer d'être ouvert par défaut à ce que je ne comprends pas, à ce que je ne connais pas forcément. Alors c'est peut-être plus facile dans certains cas. Si on est par exemple dans un contexte international, on peut tout à fait dire à une collègue d'un pays qu'on ne connaît pas, écoute, de façon transparente, je ne connais pas bien ton pays, ta culture, donc apprends-moi. Explique-moi si je dis quelque chose ou si je ne dis pas quelque chose qui pourrait poser problème. Je ne le fais pas exprès, je suis là aussi pour reconnaître que j'ai besoin d'apprendre et de me développer. Donc là, le coaching va avoir cet élément positif de transparence et de changement comportemental qui sera très efficace. Merci. Karine, quelles sont les actions que vous avez menées chez Microsoft en faveur de la diversité et de l'inclusion? Alors elles sont nombreuses et
par rapport à ce qui vient d'être dit, effectivement, c'est à la fois un comportement et un état d'esprit. Je reviens par rapport à ce que vous disiez, le sujet, en fait, ça doit être insufflé effectivement par une direction générale, c'est important. Nous, Satya Nadella, notre PDG chez Microsoft, il aime à dire nous sommes une learn it all company, pas une know it all. Nous ne sommes pas des sachants, nous sommes des apprenants. Et en plus, je dirais, dans l'industrie dans laquelle nous sommes, on doit apprendre et se renouveler assez souvent et de façon continue. Le continuous learning est vraiment très important. Et donc, comportement et état d'esprit, quand on parle en fait de growth mindset, c'est une ouverture à l'autre, c'est une curiosité, c'est le respect en fait des autres et se poser les bonnes questions, voir le prisme des autres. C'est ça qui est vraiment très important. Et donc, c'est aussi par rapport à votre question, le sujet c'est aussi de pouvoir proposer des manières d'apprendre, des apprentissages divers. Là, on vient de parler du coaching, c'est extrêmement puissant. Nous, on voit que effectivement, les apprenants sont différents, les gens apprennent aussi différemment. Et ce côté, je dirais, de diversité et d'inclusion, il est aussi dans l'offre d'apprentissage que l'on peut proposer. Donc, ce peut être du mentoring, du coaching. Ouais. Nous, on aime aussi beaucoup proposer du shadowing. Qu'est-ce que c'est ? Shadowing, c'est en fait de pouvoir aller observer le travail de quelqu'un d'autre pour éventuellement évoluer vers ce nouveau rôle, par exemple, et de voir vraiment un peu le vie ma vie d'un métier. Donc il y a d'une part étoffer en fait l'offre d'apprentissage avec des contenus variés, des manières variées d'apprendre. Et puis après, effectivement, sur des choses beaucoup plus particulières, on a des programmes d'empowerment au féminin. Il y a, notamment en France, il y a des législations, il y a des lois. Donc il faut mettre des programmes pour y répondre. C'est important au-delà effectivement du quotidien. On a aussi des programmes, par exemple, pour les seniors, mais je dirais pas que pour les seniors, pour juniors, seniors. Parce qu'on se rend compte finalement que quand on est jeune, on est moins jeune, on va dire sur les moins de 30, plus de 55, il y a énormément de choses similaires. Les sujets d'agisme, en fait, sont vraiment, on les retrouve. Donc voilà, on a créé un programme qui rassemble ces personnes-là et on est sur un pilote. Il y a énormément d'autres choses qui sont proposées en fait pour accompagner la diversité. Mais je reviens sur le fait que ce qui est important, c'est aussi d'avoir une offre ultra diverse pour permettre à tout le monde de se retrouver dans un processus d'apprentissage. Excellent, excellent. Je me posais la question sur Microsoft, c'est une entreprise internationale. Est-ce que l'interculturalité est un atout ou est-ce que c'est une contrainte supplémentaire dans ce type de formation ? Alors, effectivement, ça peut être un petit peu les deux. Effectivement, quand on va travailler sur des projets transverses, qui est vraiment notre cas, en France, on peut être sur des projets transverses européens, on peut travailler avec la corporation aux États-Unis, travailler avec l'Asie, on peut avoir des jobs des rôles où on va être sur plusieurs plaques géographiques. C'est hyper enrichissant, c'est extrêmement enrichissant. Maintenant, effectivement, énormément de programmes sont, je dirais, corporate et vont être les mêmes pour l'ensemble des géographies, l'ensemble des pays. Mais on a aussi, en fait, des activités locales qui permettent justement de développer des choses plus locales. En France, par exemple, on a développé des activités par rapport à la loi X1. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existe pas en Asie ou aux États-Unis. Il existe d'autres choses. Mais voilà, on est à la fois, je dirais, global et local, local, ouais. C'est important et ça permet justement de bien gérer cette interculturalité. Bülent, est-ce que vous faites une distinction, vous, parce que vous intervenez dans différents pays aussi, est-ce qu'il y a une distinction dans les formations entre les pays ? Non. En fait, Blanchard, c'est une compagnie américaine, donc ouais. C'est un modèle américain et souvent la doute c'est mais c'est trop américain, ça ne va pas marcher. Mais moi, ça fait 19 ans que je donne ces cours un peu partout
Et c'est des cours de leadership, donc c'est des interactions humaines. Ouais. Et j'écoute les mêmes soucis, les mêmes challenges un peu partout. Une fois, en fait, j'étais en Suède avec une compagnie de production de musique, avec des producteurs de musique qui m'ont raconté leurs soucis avec leurs équipes. J'ai pris l'avion, j'ai volé au Népal, au Katmandou, pour donner le même cours avec une compagnie de téléphone, de téléphone portable, et c'était absolument les mêmes soucis, les mêmes challenges. La culture, bien sûr, ça a un rôle, mais je pense que c'est superficiel. Quand on parle des relations humaines, au cœur, on est tous pareils. L'autre question que je me posais, c'était sur la mesure d'impact. Dans les formations, on mesure toujours l'impact. Comment est-ce qu'on mesure l'impact de ce type de formation sur la lutte contre les discriminations? Est-ce que c'est possible voilà. Un des éléments, c'est pas le seul, mais c'est de l'ancrer dans le quotidien et dans la réalité du terrain et du business. Je voudrais prendre l'exemple d'un de nos clients en Espagne qui avait un programme d'échange avec sa filiale aux Émirats. Ouais. Et donc, on a travaillé avec eux sur un programme qui combinait déjà une formation linguistique, bien entendu, ce qui est l'ADN de Speaks, ainsi qu'une formation interculturelle et du coaching. Donc cette combinaison permettait vraiment à la fois de donner des clés pour favoriser les échanges, mais aussi de rajouter cet élément humain et comportemental. Et donc le fait que ce soit réellement ancré dans le quotidien et dans des projets réels permet après une mise en application finalement totalement naturelle et intuitive. Donc je pense que c'est peut-être ça qui va le mieux marcher, c'est de dépasser peut-être des injonctions et d'être vraiment dans le concret, le quotidien, l'humain, le relationnel. Et Karine, chez vous, vous mesurez l'impact de vos dispositifs? Alors, est-ce que ça se mesure? Oui, ça se mesure. Il y a effectivement on mesure la satisfaction, la participation, etc. Ouais, mais sur le changement de mentalité. On voit beaucoup plus sur en fait le quotidien, l'humain, la capacité de travailler ensemble, d'avoir de la transversalité au niveau des équipes. On le voit aussi, on a des enquêtes de satisfaction de nos employés 2 fois par an. Donc on prend la température et c'est important, c'est un bon baromètre. Mais oui, c'est surtout au quotidien, de le vivre au quotidien et de le vivre de façon humaine. J'avais encore une autre question pour vous, Geoffroy et Bullen. C'était, est-ce que vous avez observé une évolution dans la demande des entreprises sur le sujet de l'inclusion et de la diversité, des thématiques qui sont devenues plus prioritaires que d'autres ces derniers temps? Alors, Speaks aura un tropisme plus axé dans le domaine interculturel, de par notre historique, nos formations en langue. Donc évidemment, c'est plutôt sur ces sujets-là que nos clients viennent voir Speaks. Maintenant, sur la partie plutôt coaching, c'est un sujet qui sera plutôt inclus dans d'autres thématiques. Donc, par exemple, dans une thématique leadership, il y aura un aspect de comment je fais en sorte que toutes les personnes de mon équipe se sentent incluses, reconnues et valorisées. Mais ça ne sera pas spécifiquement une thématique diversité. Cette thématique diversité seule, pour l'instant, est finalement assez peu demandée. Ça sera plus ancré dans d'autres thématiques. Et chez vous, Bullen? Oui, nous, le cours qu'on a sur ça, qui s'appelle le courage de l'inclusion, c'est pas sur une diversité spécifique, donc c'est assez général et ça dépend un peu du contexte. Donc chaque groupe c'est différent, chaque personne est différente, mais de plus en plus, j'entends un concept qu'en Europe on n'avait pas trop entendu, ça vient des États-Unis, c'est la neurodiversity. La neurodivergence, donc c'est les façons différentes d'apprendre, d'aborder des problèmes. C'était il y a peut-être 1 an ou 2 tout à fait nouveau en Europe. Personne n'avait entendu parler de ça et maintenant de plus en plus de compagnies, même quand on planifie des formations, ils nous posent la question
de si c'était pensé pour des différentes neuro-learning, des façons d'apprendre différentes. Mais je ne sais pas si scientifiquement on peut dire, mais c'est ce que j'ai observé. Ouais. On n'a pas abordé un point, en fait, diversité et inclusion, ça peut être extrêmement large, c'est-à-dire qu'on pense à l'égalité homme-femme, on pense à l'inclusion des personnes en situation de handicap, on pense aux discriminations à l'embauche en fonction que de la race, etc. etc. Karine, est-ce qu'il y a des sujets plus prégnants que d'autres chez Microsoft? Il n'y a pas de sujet plus prégnant que d'autres. Nous, on a effectivement ce qu'on appelle des ERG, des Employee Resource Group, sur de nombreux sujets. On peut citer par exemple aussi tout ce qui a trait à la famille, Oui. aux aidants. Et non, il n'y a pas un sujet plus important que l'autre. Le sujet est important. Très bien. Et ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. à vous trois d'être venus sur notre plateau et je vous souhaite une excellente journée. Merci également. Merci beaucoup.